Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Critérion, donc une nouvelle émission où on regarde un autre film de Critérion. Aujourd'hui, un film un peu spécial, on a bien hâte de vous en parler. Je suis toujours en compagnie de Alex, donc ça va bien Alex? Ben oui, ça va très bien. J'ai très hâte de parler de ce film-là qui m'a peut-être fait une meilleure impression qu'à toi, mais on pourra en discuter plus longuement bientôt. Oui, mais en fait, c'est aussi le fait, je pense que je l'ai vu 3 fois dans ma vie, donc là, je commence à être un petit peu tanné là, pour ceux qui se demandent de quel film on parle. Donc, il s'agit de Salò ou Les 120 journées de Sodome, donc, qui est un film plus connu en raison de ce qui l'entoure finalement que de ce qu'il est réellement. Donc, enfin, on va pouvoir plonger dans le vif du sujet très bientôt. Alors, on pourrait commencer... comme d'habitude avec la fiche technique que je te laisserai faire, mon cher. Ben oui, c'est ça, c'est un film, en fait c'est un film italien. Je me risquerai pas à dire le titre en italien malheureusement, mais c'est un film de Pier Paolo Pasolini, un très grand, il est très réputé, réalisateur, mais il fait beaucoup de choses aussi, poète, c'est un auteur, un intellectuel aussi. C'est un personnage très controversé, un peu je veux pas faire non plus le parallèle parce que je sais pas s'il s'applique totalement, mais l'espèce de Pierre Falardeau des Italiens, là, quelqu'un de très controversé qui prenait des propos, qui disait des propos pas très populaires, là, du moins, notamment, là je dis ça comme ça, mais les manifestations des jeunes lors de mai 68, et lui s'est un peu opposé à ça en disant que c'est une jeunesse bourgeoise qui prend le dessus, mais bon, il disait pas nécessairement toujours des opinions populaires, mais il critiquait beaucoup le système italien, donc il se fera pas, c'est ça, on le verra dans quelques instants, mais il se fera pas juste des amis non plus en Italie, mais bon, c'est un réalisateur quand même assez connu. Il commence comme auteur, mais son travail dans le cinéma commence alors qu'il écrit des passages de Nights of Cabiria, un film de Federico Fellini. Il va écrire aussi quelques segments de la Dolce Vita, en fait, c'est qui je crois que c'est des questions de dialecte. Là. Il y a plusieurs dialectes en Italie, d'une région à l'autre. Donc, puis lui est familier avec un en particulier. Là. Je me souviens plus du nom, mais bon, je l'ai lu en quelque part. Son premier film, c'est Akatone, ou Akatone, peut-être? Akatone, j'imagine. Ouais, probablement. Qui traite des pimps et des prostituées. Donc, c'est quand même au début des années 60. C'est quand même assez novateur, avant-gardiste, on va dire ça comme ça. Il est surtout connu en fait pour la trilogie de la vie, qui elle aussi, comme Salò, est réputée pour montrer de nombreuses scènes à caractère sexuel. Mais bien sûr, c'est ça, sa réputation va être renforcée par ce film-là, Salò, puis aussi le meurtre du réalisateur qui va venir quelques semaines seulement avant la sortie du film. Il a été roulé, c'est pas trop sûr là, comment il est mort. Mais il a été roulé dessus par sa propre voiture à de nombreuses reprises. Il y a eu plusieurs fractures. Ses testicules ont été écrasés par des barres de métal, puis il a été brûlé à quelques endroits. Puis aussi des pellicules du film qui sont disparues. Voilà. Il est considéré comme ayant instigé aussi le néoréalisme picaresque, c'est-à-dire un réalisme triste. Je pense que Salò peut très bien s'insérer dans ce genre-là. Puis avant qu'on aille plus loin aussi, tu sais, Salò, c'est le deuxième des Critérion qu'on possède dans l'édition Critérion, donc on en a profité aussi pour regarder beaucoup les bonus features dont on va vous parler. Il y a un beau petit livre aussi à l'intérieur là, qui a quand même beaucoup d'informations, mais c'est ça, une très belle pochette. Je l'avais acheté lors de mon passage à Sundance, puis l'ai acheté au Barnes & Nobles, puis c'est ça, je suis quand même assez satisfait. Je sais que tu étais perplexe un peu avec cet achat-là, mais c'est un film qui comme je disais tantôt, c'est ça, c'est que moi, quand on l'a écouté ensemble là, pour l'émission, c'était la 3e fois que je le voyais, donc tu sais, je pense que rendu là, je le connais le film, puis un film comme ça, en tout cas, ça dépend de la personnalité de tout et chacun, mais de tous et chacun, sauf que dans mon cas, c'est pas quelque chose que j'aime regarder tant que ça, puis c'était pas le fun, là, mais c'est ça, on l'a, puis tu sais, les bonus étaient intéressants, peut-être un peu décevants, quand même, décevant, j'ai trouvé. Mais enfin, on va en revenir, puis c'est tout, puis je vis avec. Fait que... je vais continuer avec la fiche technique, en fait, c'est ça, c'est un film avec pas beaucoup d'acteurs et d'actrices connus.
Ceux qui le sont, là, je vais en parler un petit peu. Là. Il y a notamment, justement, donc il y a 4 hommes principaux, 4 femmes principales, puis 18 victimes, 17, 18. Mais en fait, peut-être juste apporter une petite précision par rapport à ça. Il y a 9 filles, 9 garçons au départ qui sont leurs victimes. Par contre, il y a aussi 2 fois 4 hommes qui des soldats puis des gardes puis tout ça puis je peux y revenir dans ma partie, puis il y avait aussi leurs propres filles là, les 4 filles au début, fait qu'au total il était à peu près une quarantaine dans le fond, il y a là, aussi des majordomes, des chefs, je sais pas. Oui, c'est ça, il y a tous les gens qui font le ménage puis la bouffe puis tout ça, parce que faut là, quand même continuer le ménage. Non, je suis pas sûre, non. Donc c'est ça, les 4 hommes, en fait, on va y revenir plus tard, là, mais ils s'appellent duc, évêque, magistrat et président. Donc c'est ça, il y a personne qui est... sauf les femmes, en fait, il y a personne qui est nommé par leur nom. Mais bon, celui qui joue le duc, c'est Paolo Bonacelli, qui est pas très connu, mais il a joué notamment dans Midnight Express et dans la série Caligula. Puis il a joué aussi dans Mission Impossible 3, je crois. Mais bon, pas une grosse carrière. Sinon, Giorgi Catalidi, qui joue l'évêque, qui est pas très connu. Umberto P. Chitavale, qui joue le magistrat, lui non plus pas connu, et le creepy Aldo Valetti, qui joue le président. Il ressemble un peu à Peter Falk, mais dans... à Colombo. Mais qui louche en même temps, qui est un peu roux, qui est un peu... qui se délecte de beaucoup trop de choses dégueu. C'est ça. Sinon, du côté des femmes qui sont là, en fait, ce sont 4 prostituées, on va y revenir, mais donc celle qui joue Castelli, donc c'est Caterina Borato, qui est une star du genre Téléphonie Bianchi. En fait, c'est des films italiens des années 30 qui copient les comédies américaines de l'époque, donc des comédies légères. Puis elle va prendre une pause avant de jouer dans 2 rôles importants dans 2 films de Fellini, donc 8,5 et Juliet of the Spirits. Donc, puis elle va jouer dans Salo aussi, mais c'est ça, elle est pas très connue quand même. Sinon, Elsa De Giorgi qui joue la dame Maggie, elle est pas très connue. Hélène Surgère, donc il y a 2 françaises en fait, Hélène Surgère et Sonia Saviange, qui jouent respectivement Vacari et la pianiste, elle a pas de nom. Hélène Surgère a joué dans quand même beaucoup de choses, mais rien de connu vraiment. Même chose pour la pianiste. Puis sinon il y a les victimes, mais c'est ça, ils ont tous pas fait grand chose. Le scénario est tiré est fait par Pasolini et par Sergio Citti, mais tiré du roman, de la pièce. C'est pas une pièce, je peux pas croire. Je pense pas non plus que ce soit une pièce. Je pense que c'est un roman. Probablement. Honnêtement, je le sais pas, là, mais du Marquis de Sade. Voilà, on va le dire. Marquis de Sade, qui est reconnu justement pour ses pièces assez graphiques, assez osées, pas toujours plaisantes en fait, puis qui a inspiré le sadisme et tout ça, là. Le producteur est Alberto Grimaldi, qui a notamment travaillé à Hollywood sur Gangs of New York, mais il a travaillé beaucoup en Italie aussi. La musique est du légendaire Ennio Morricone, une très belle musique d'ailleurs. Bon, c'est sûr que c'est des musiques qui existaient déjà, c'est plus l'arrangement musical qui est fait d'Ennio Morricone, je crois. Mais donc voilà, la musique est très envoûtante aussi dans le film. C'est toujours la même pièce, là, c'est comme un leitmotiv, ça revient, puis on la connaît par cœur maintenant, là, puis c'est une musique qui est aussi vraiment contrastante, je pense, avec les images qu'on regarde, puis ça doit être totalement voulu aussi, là. C'est une musique hyper joyeuse, puis vraiment toutes légères, toute entraînante. Puis ce qu'on voit en même temps, c'est, mon Dieu, qu'on n'est pas à la même place. Là. C'est de la musique de l'époque des fascistes, en fait, du fascisme italien, des années 30, 40. Là. Dans le film, c'est 40, mais le fascisme est arrivé avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un film italien, comme on l'a dit, sorti en 1975, mais sorti difficile, disons plus globalement. Même Criterion a écrit que c'est 1976, là, mais en théorie, la sortie, pas la sortie, la première du film s'est fait en 75, non pas en Italie, mais à Paris, on pourrait y revenir. 116 minutes, donc c'est quand même un long supplice pour ceux et celles qui n'aiment pas voir des gens manger des excréments, hein, puis de la torture, des trucs comme ça, là, mais bon. Les faibles esprits, dont ça. Je fais partie. Un film en couleur de format widescreen 1.85.1, un film d'horreur, mais aussi un drame d'une certaine façon, puis un film de guerre, parce que c'est ça, ça se passe dans les années 40 en Italie.
Je vais parler brièvement de l'édition Criterion parce qu'on va pouvoir y revenir dans d'autres sections peut-être. Mais c'est ça, on a regardé les bonus. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y en a beaucoup moins que dans Le Silence des agneaux. Notamment parce qu'il n'y a pas les commentaires sur le film. Donc on n'a pas regardé le film une deuxième fois. Je sais pas si tu aurais pu soutenir une deuxième écoute. Là. Avec commentaires, c'est vraiment moins pire parce qu'on regarde pas vraiment le film au final. Puis, tu sais, quand on l'a fait pour Le Silence des agneaux, finalement, on l'entendait beaucoup plus qu'on le regardait. Puis je pense que ça m'aurait pas dérangé. Je pense que ça l'aurait humanisé peut-être un peu plus. Fait que je sais pas si ça lui aurait nui ou tu sais c'est comme à double tranchant. J'ai l'impression parce qu'il y a quand même une aura impressionnante autour de ce film-là que j'ai pas envie de lui enlever non plus. Je veux garder mon feeling. Puis je pense que de le voir avec les commentaires, ça aurait été comme anti... Tu sais, ça aurait fait le contraire, j'ai l'impression. Enfin, on le saura jamais. Mais bon, c'est mon opinion. Effectivement. Donc, l'édition Criterion propose une restauration, évidemment, comme pas mal tous les films qu'elle fait. Propose aussi le documentaire Salo, Yesterday and Today, qui dure 33 minutes. Puis, c'est des entrevues avec Pasolini, puis avec l'acteur et le réalisateur Jean-Claude Billette et l'ami de Pasolini, Ninetto Davoli. Intéressant comme documentaire, là, c'est celui où on voit interagir justement Pasolini le plus parce que évidemment il n'a pas pu faire grandes entrevues sur ce film-là parce qu'il est mort avant la sortie, mais bon. Fade to Black, qui est un documentaire de 23 minutes avec les réalisateurs Bernardo Bertolucci, grand réalisateur italien, celui qui a fait The Last Emperor, un dernier tango à Paris, je crois, quelque chose comme ça. Catherine Breillat et John Maybury, ainsi que de l'universitaire. Là, je sais pas si je le traduis comme faux, l'universitaire. Là, je sais pas comment dire, mais scholar. Ouais, je sais pas c'est quoi scholar, mais bon, c'est ça. Quelqu'un d'érudit. Mais c'est un érudit, c'est pas un titre, mais bon. Faudrait investiguer. Ouais, David Forgax était son nom. Il y a aussi un autre documentaire de 40 minutes sur la production du film qui s'appelle The End of Salo. Qui était lui aussi somme toute assez intéressant, mais c'est ça, les trois documentaires étaient pas on n'a pas appris tant que ça sur la symbolique du film non, c'est ça, c'était plus l'expérience un petit peu, le premier, il y avait des images d'archives de vraiment comment ils ont tourné certaines scènes, c'était quand même le fun à voir, mais on était loin de la qualité, je dirais, des bonus. J'aurais voulu là-dedans apprendre comment ils ont fait certaines choses, puis finalement, on a juste des petites phrases, des petits fragments, puis je veux dire, on n'apprend pas comment ça s'est passé nécessairement, comment ils ont tourné telle chose, puis c'est juste sur IMDb ou ailleurs qu'on voit que finalement la merde c'était du chocolat, puis finalement ils riaient tout le temps, puis il y avait bien du fun. Fait que tu sais, c'est ça que j'aurais voulu voir dedans, puis j'étais un petit peu déçue quand même du contenu, puis aussi parce que Pasolini est pas là. Donc ça, il y a juste plein de choses qui c'est ça. C'était juste tout le temps un peu flat, j'ai l'impression, mais bon. Voilà. C'est ça. Effectivement, j'adhère à tout ce que tu dis. Il y a deux autres entrevues aussi qui n'ont pas servi à grand chose. Dante Ferretti, qui est un accessoiriste, en tout cas quelqu'un qui fait des décors, qui est très réputé. Il a gagné 3 Oscars, je crois, pour des films américains, il me semble. Et sinon une autre entrevue avec Jean-Pierre Gorin. Je crois lui que c'est un critique, si je ne m'abuse. Mais c'est ça, les deux entrevues étaient pas top. Il y avait une version aussi doublée en anglais. Puis il y a aussi, puis c'est ça qui est le plus intéressant, je crois, dans le coffret Criterion, c'est un petit livre de 78-80 pages, je pense, donc c'est plusieurs critiques, en fait, je vais les nommer. Il y a des essais de Neil Bartlett, Catherine Breillat, Naomi Green, Sam Rody, Roberto Chiesi et Gary Indiana, puis ainsi, puis ça aussi c'était assez intéressant, un extrait du journal de Gideon Bachman, qui est un ami de Pasolini, qui va faire durant le tournage, donc il va visiter le tournage pendant quelques jours, je crois, au moins 4, en tout cas c'est les 4 qui sont montrés là, mais ça c'était vraiment intéressant parce que à la fois lui il observait le tournage de son point de vue extérieur, mais il va aussi parler à Pasolini après les journées de tournage pour faire comme pourquoi t'as fait ça, puis qu'est-ce que t'essaies de montrer. Donc ça c'était vraiment intéressant, les essais aussi. Je vais y revenir peut-être dans nos impressions parce que c'est pas un film qui je pense que ça prend plusieurs écoutes. Je sais que t'en as fait plusieurs, mais je pense que ça prend vraiment plusieurs écoutes pour pleinement apprécier ce film-là puis passer, disons, le choc
viscérale de ce qu'on voit à l'écran. Parce qu'évidemment, comme toute chose, en tout cas, j'ai l'impression peut-être que tu les as pas écoutés assez rapprochés ou je sais pas, puisque ta première écoute, ça doit faire. Ma première écoute, ça plus. fait au moins 10 ans. C'était dans le temps que j'étais à l'université à Montréal. Donc, on parle de, c'est ça, 2009, 2010, entre 2009 et 2011, là, certainement. Puis c'est ça. Ouais, parce que c'est ça, une fois qu'on passe ce premier choc-là, on commence à plus analyser le film, j'ai l'impression. Puis ces essais-là que j'ai lus, toi t'en as lu quelques-uns aussi, ça nous aide à plus comprendre, disons, ce qui se passe autour du film. Puis, tu sais, parce que il y a plusieurs personnes qui prennent ça, je crois, au premier niveau, là, que c'est juste un film pour provoquer, puis montrer que, mon Dieu, c'est-tu de la pornographie? Qu'est-ce qu'on essaie de montrer avec ça? Mais il y a vraiment plusieurs niveaux d'analyse que j'ai trouvé intéressant, mais on pourrait y revenir un peu plus tard. Peut-être que tu pourrais enchaîner avec le résumé du... Ouais. Donc, puis si vous ne l'aviez pas deviné tout de suite, en fait, c'est ça, c'est un film assez choquant, assez marquant par le graphisme. Mais vous pouvez voir déjà, si vous l'écoutez sur YouTube, là, l'image de la pochette, dans le fond, c'est un des moments forts du film, là, c'est... quand cette fille-là, justement, se fait humilier devant tout le monde pour manger un tas par terre, là, donc à la cuillère, s'il vous plaît. Donc, bref, je pars avec le résumé. J'avais quand même hâte qu'on fasse cette émission-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le film, là, mais enfin, je pars. Allons-y. Donc, le film est divisé en 4 sections. Puis c'est vraiment des sections, là, il y a des blancs, là, puis là, c'est écrit le titre de la partie qu'on va regarder. Donc, l'antichambre de l'enfer, le cercle de la folie, le cercle de la merde et le cercle du sang. Donc, pendant l'antichambre, là, c'est quelques minutes à peine, on se situe en 1944 à Salo, dans le fond, où le fascisme règne. Il y a 4 hommes riches, donc le duc, l'évêque, le magistrat et le président, qui se rencontrent dans une espèce de restaurant là, pour rédiger un livret de règlement qui va, mon Dieu, être la base de leur plan machiavélique de kidnapper 18 adolescents et de simplement les torturer pendant 120 jours. Donc, voilà. Les hommes décident au départ de marier leur propre fille avec les 4 hommes. Là. Dans le fond, ils se les dispatchent. Là. C'est pas mal ça, mais il y a juste 3 gars qui ont des filles parce que je pense que c'est le duc, le principal, si on peut dire, là, qui lui en a 2. Donc, mais c'est ça. Ils marient chacun les filles des autres. Puis, ils décident aussi que leurs 4 filles vont, tout le temps qu'ils vont être au manoir, vont être complètement nues puis être les servantes, vraiment là, les personnes qui servent les repas et tout ça. Ils commencent par recruter 4 jeunes hommes qui vont agir à titre de garde. Là, je pense que c'est les buffs en anglais, là, les studs, pardon. Donc, c'est les 4 qui vont être plus vraiment les hommes de bras, dans le fond. Là. Puis, après, ils prennent 4 autres garçons qui choisissent spécifiquement parce qu'ils ont des gros pénis. Donc, voilà, ça va avoir une utilité plus tard, quand même. No way. Les 4 studs, comme je disais, ils vont les habiller en agents de la Decima MAS. C'est comme l'espèce de nazi en Italie, là, donc fascisme. Ils ont vraiment l'insigne et tout ça. Après ça, ils vont kidnapper 9 garçons et 9 filles, puis ils les amènent dans le manoir. Deuxième partie, cercle de la folie. En plus des 18 adolescents, on avait déjà mentionné qu'il y avait 4 femmes prostituées adultes, puis il y en a 3 d'entre elles que leur travail là-bas, ça va être de raconter des histoires en lien avec les cercles, donc folie, merde et sang, dans le but d'exciter les 4 hommes. Puis, dans le fond, pendant qu'ils vont raconter ces histoires-là, ça se passe à chaque jour, là, ils racontent ça, puis ils se séparent vraiment les cercles. Les hommes, à n'importe quel moment, peuvent quitter l'histoire s'ils sont trop excités, puis faire ce qu'ils veulent, là. Tu sais, amener n'importe qui dans une autre pièce, leur pisser dessus, puis on va faire ça, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Puis, la dernière, on l'avait déjà dit, mais elle joue du piano pendant ces histoires-là. On devine aussi que ces 3 femmes-là se séparent essentiellement 40 jours chaque, là, des 120 jours. C'est pas très expliqué. C'est ce qu'on devine effectivement parce que je pense que c'est peut-être notre côté pragmatique qui veut ça. Mais c'est ça. Ça peut pas être 38, là, ça peut pas... Mais le pire, c'est que je me suis vraiment dit, tu sais, il y a 3 cercles, donc ça doit être 40 jours chacun, comment qu'on fait pour calculer ça? Mais bon, le film rentre jamais dans ces détails-là, malheureusement, mais oui... on l'écrit sur les murs, comme on le voit sur la pochette, justement, puis comme Sade aussi faisait ça. Ben, en tout cas, je connais pas trop la vie de Sade, mais je l'ai vu dans le film Quills,
avec Jeffrey Rush puis Joaquin Phoenix. C'est un film de 2000, je pense, là, au début des années 2000. Puis il me semble qu'on voit ça, Sad, il est comme en prison à la Bastille, j'imagine. Puis il écrit sur les murs avec sa merde. Donc, voilà. Ça peut effectivement faire une belle référence. Une belle vie. Tout à fait. Donc, à un des premiers soupers, il y a une des filles des 4 hommes qui se fait, dans le fond, qui se fait tendre une embuscade avec un pied, là. Puis elle tombe par terre, la vaisselle pète, puis elle se fait violer, tout simplement, devant tout le monde, par un des gardes. Il y a aussi 2 victimes qui sont forcées de se marier, puis on leur demande de faire l'amour, mais ils vont finalement être interrompus rapidement par les 4 hommes qui vont, 2 des 4, qui vont décider de faire du sexe oral là, sur chacun d'eux. Puis, c'est ça. À un autre moment aussi, il y a toutes les 18 qui sont traînées en laisse. Il y a une des filles qui essaie de s'échapper, mais elle, ça faisait une couple de fois là, qu'elle était pas bien dans ce qui se passait, là, puis on lui coupe la gorge tout simplement. Puis il y a une autre on disait dans les faits sur le film, là, une autre fille, mais qui serait une des 4 de leur fille, là, qui se fait donner de la nourriture avec, là c'est pas très clair si c'est des clous ou des lames de rasoir dedans, mais on pense, on est du côté clous pour notre part, mais en tout cas, il y a comme plusieurs récits là, différents, mais bon. Clou ou rasoir, peu importe. Cercle 2, troisième partie. Ben justement, ce cercle de folie-là, c'est clairement un peu pour... Puis ça, j'imagine que tu vas en parler un peu plus tard, mais c'est un peu pour les casser, mais c'est aussi... ça a une conception très verticale, un peu comme Dante. Oui, ben, Dante, là, effectivement, Dante, mais... le descendre vers l'enfer, oui, je sais pas sûr c'est quoi. C'est intéressant que tu dises ça parce que, justement, dans mes recherches, ça disait que c'était vraiment... esquissé là, de la même façon. Il y a vraiment comme des chambres, des étapes, des cercles, puis tout ça, puis il y avait le plan de l'enfer de Dante, justement, duquel tu as joué à un jeu vidéo. Oui, l'enfer de Dante. Ben voilà. Mais c'est ça qui est comme vraiment des étapes, chacune pire que la précédente, puis ça, puis toujours des tortures plus intenses, là. Mais c'est vraiment dans le fond, c'est vraiment leur but, tu sais, le texte de base du Marquis de Sade, je sais pas comment il était divisé, mais oui, c'est un hommage très très clair là, à Dante. Donc, deuxième cercle, troisième partie, le cercle de la merde. Écoute, qu'est-ce qui se passe là-dedans, vous pensez? Ben, c'est exactement ça. Donc, il y a la deuxième femme qui raconte des histoires qui incluent de la scatophilie. Elle se rappelle comment elle a tué sa propre mère qui s'opposait à sa prostitution, ce qui va faire pleurer la fille sur la pochette, justement, puis c'est cette scène-là, là. Donc, la fille pleure parce que quand ils l'ont kidnappée, ils ont dû noyer sa mère, parce que sa mère la protégeait. Pas d'allure de même. Fait que c'est ça. Puis là, le fait de l'avoir pleuré, ça va exciter un des 4 hommes qui décide de simplement déféquer sur le tapis puis de lui donner une cuillère pour qu'elle puisse le manger. Et puis, à un prochain souper, tout le monde se voit présenter un gigantesque plat, vraiment comme un... All you can eat. Mais tu sais, comme des plats de buffet là, que tu dévoiles, là, vraiment, fait que c'est un espèce de truc en stainless qu'on ouvre, puis ben c'est ce que vous aurez pensé. Voilà, et le dernier cercle, le cercle de sang, qui, dans cette partie-là, dans le fond, on découvre là, qu'il y a plusieurs des ados qui se trahissent parce qu'ils respectent pas nécessairement les règlements, donc les hommes vont se venger, puis à la fin, ils en prennent, tous ceux qui ont enfreint une règle à un moment ou un autre, ils les amènent dans un jardin extérieur, puis... ils vont leur faire subir des dernières tortures, donc brûler des organes génitaux, couper la langue, percer les yeux, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, ça dure à peu près 10 minutes cette scène-là, puis à tour de rôle, les 4 hommes sont en dedans. C'est une scène complètement silencieuse aussi, là, c'est important de le préciser. Puis c'est ça, eux autres ils regardent ça avec des longues vues, puis c'est ça, dans le fond, on a vraiment une vision coupée, là. C'est une vision... comme si on regardait vraiment à travers les jumelles, dans le fond. Puis, ben, ça se termine avec la chanson, la mélodie trop cute du film. Donc, c'est ça, salaud! Ouais, c'est beaucoup de choses. C'est très intéressant, moi, j'ai trouvé. Tu sais, on n'est pas dans nos impressions tout de suite, là, mais tu sais, évidemment, c'est un film que la réputation précède, puis j'avais très hâte de le voir, puis j'ai pas nécessairement été déçu. Je m'attendais peut-être à l'aimer un peu plus, là, mais j'ai pas... j'ai vraiment aimé l'expérience. J'aime ça, les films qui provoquent comme ça. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est sûr.
j'ai cru comprendre que c'était moins ton genre, mais c'est bien correct aussi. C'est pas pour rien non plus que... Je pense que sur IMDb, il y a 5.9 c'est sur 10, là, ce qui est pas très très fort là, normalement. Là, les American Pie de ça. Bah, c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est quand même un bon film, là, mais je sais pas, n'importe quel film là, assez moyen, Bad Boys 2, je sais pas. Ouais, non, c'est c'est un film qui choque là, vraiment. Puis si c'est à 5.9, c'est surtout, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis 1 puis beaucoup de gens qui y ont mis 10 et non pas parce que tout le monde y a mis universellement 6. Là. C'est un bon point. Je pense que c'est vraiment du monde qui c'est love it or hate it là, vraiment c'est ça, mais on va analyser un peu plus justement des informations autour avant de pouvoir vraiment plonger dans nos impressions du film. Parfait, donc si t'es prêt, je me lance. J'en ai quelques-unes là, pas tant que ça, donc encore une fois je les ai divisées en avant, pendant et après. Donc on l'avait déjà dit, inspiré librement des 120 journées de Sodome du Marquis de Sade. Ça a été transposé cependant à l'Italie fasciste des années 40 parce que le livre à la base a lieu là, dans le 18e siècle français, donc petite adaptation ici. Comme on l'a déjà mentionné, l'histoire est inspirée de la Divine Comédie pour sa séparation en cercle et chambre, donc c'est ton point que t'amenais. Le film, puis l'intention aussi de Pasolini, c'était de démontrer la relation entre le pouvoir et les sujets du pouvoir, puis je pense qu'on pourra y revenir, là, mais c'est un message qui passe. On le voit très très bien. Pasolini a réalisé une trilogie de la vie, tu l'as mentionné rapidement, mais là-dedans il y a le Décameron qui est assez connu. Je pense que tu l'avais déjà vu. Non. Ben, j'ai failli l'acheter justement, finalement. Mon choix s'est arrêté sur Salo, mais c'est un coffret Criterion. On va pouvoir y revenir, je sais pas quand, j'ai pas checké c'est où. Parce que Pasolini a 5 films, je crois, dans la collection. 5 ou 6, là. Puis ce coffret-là, c'est la trilogie de la vie. Donc là, je me souviens pas, mais Décameron, je crois c'est Canterbury Tales, puis les 1001 nuits. Ben, pas 1001 nuits, mais en tout cas, une affaire Arabian Nights, je crois. Puis c'est ça fait... l'ode de la vie, je crois. Je l'ai pas vu, malheureusement. Mais c'est ça qui l'a vraiment fait connaître. Puis celui-là, Salo, c'est plus une ode pas à la mort, mais à la destruction. Puis c'est très antithétique. C'est justement ça que mon point allait amener, là, dans le fond, que il est super connu pour sa trilogie de la vie. Par contre, il sait là, que Salo, ça va faire contraste avec sa réputation qui s'est construite et tout ça. Son but, au départ, c'était de séparer, dans le fond, de faire 2 histoires distinctes avec une Salo et l'autre les 120 journées de Sodome, mais finalement il s'est rendu compte que les thématiques se ressemblaient trop puis ça se recoupait, donc il a décidé de jumeler les deux. Puis ce que ça a fait à sa réputation après, c'est ça. Je pense qu'on on le connaît autant, j'ai l'impression, que pour la trilogie et pour Salo. Je pense surtout de Salo, là. Je crois que le film, ben tu sais, on n'en parle pas tant que ça ici, peut-être au Québec, là, tu sais, c'est pas quelque chose de très commun, mais tu sais, je pense que ça a vraiment choqué le monde, puis évidemment, c'est sûr que comme The Interview aurait pu faire là, sur Kim Jong-un, puis qui s'est fait interdire de toutes les salles de cinéma, c'est à peu près l'équivalent, mais là, c'était plus politique, là, The Interview, alors que là, c'est vraiment plus... politique et satirique aussi. Aussi. On est dans le drôle puis le léger. Puis là, on est plus dans le sexe, mais pas la pornographie, là, on pourra y revenir. Ouais. Mais c'est pas pornographique, mais c'est très, très graphique, très sexuel. Je pense qu'on pourrait peut-être le dire maintenant, en fait, là, ou dans nos impressions, mais je pense que la ligne là, entre ce que le film est et la pornographie, c'est pas si mince que ça finalement, mais d'une part parce que, puis principalement parce que le but de la pornographie c'est plus d'exciter, puis honnêtement là, il y a sûrement des gens qui peuvent... Je ne pense pas que ça se peut, c'est sûr que ça se peut quelque part, mais je veux pas condamner rien, mais c'est pas le réflexe c'est pas l'intention, puis c'est pas le but non plus, c'est ça. Donc, mais voilà. Enfin. Hélène Surgère, qu'on a mentionné tantôt, là, qui était française, elle joue la première des femmes qui content des histoires. Par contre, comme elle est française, elle se fait doubler, dans le fond, pendant le film. Là, ce que l'histoire ne dit pas, c'est si elle faisait si elle mimiquait quand même en italien, je pense pas, mais en même temps, ça doit être spécial. Mais tu sais, quand on l'a vu, on a remarqué aussi que ça avait tout été fait en post-prod, là. C'est super clair quand on regarde le film, il y a rien qui fit, là. Par contre, c'est Laura Betti
qui fait sa voix, puis Laura Betti, elle, c'est une habituée de Fellini, Pasolini et Bertolucci. Elle avait aussi, là, elle aurait dû, dans le fond, jouer une des 4 femmes, mais finalement, elle avait des obligations légales là, dues à un autre film, donc elle a pas pu, mais c'est quand même elle qui a fait la voix au final. Puis justement, par rapport à la voix, là, je sais pas si tu vas le mentionner un peu plus tard, mais c'est ça qui est particulier, c'est que le film a été tourné en italien, mais le but de Pasolini, du moins, c'était de le sortir en français, parce que évidemment Marquis de Sade, puis je pense qu'on va il voue quand même une admiration au texte français, que ce soit de Roland Barthes ou que ce soit de Simone de Beauvoir, peu importe. On pourrait y revenir parce qu'il y a une belle bibliographie dans ce film-là. Mais tu sais, je crois que c'était particulier que justement, parce que Criterion sont connus pour vouloir présenter le film comme le réalisateur voulait le présenter. Puis que ce soit la version italienne doublée en anglais. Bon, le doublé en anglais, je comprends, parce que le marché de Criterion, c'est surtout le marché anglophone. Mais, tu sais, dans les bonus features, justement, il disait, tu sais, le film était fait pour sortir en français, puis c'est pour ça qu'il y a Hélène Surgeur, puis il y a d'autres acteurs français et françaises, parce que, c'est ça, le film, en plus, il a été doublé complètement en français, puis dans les bonus features, le film était présenté en français, donc je trouve ça particulier qu'il n'y ait pas l'option française. Peut-être que, ben non, clairement, il a été tourné, là, ce doublage-là, il a été fini, puis présenté en salle, mais c'est ça, j'ai trouvé ça particulier qu'il n'y ait pas ce doublage français-là disponible. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai malheureusement pas trouvé d'informations par rapport à ça, mais je partage l'avis, parce que c'est ça, dans les bonus, la plupart des documentaires, les scènes qui nous montraient du film étaient en français, donc c'était effectivement particulier. Puis oui, c'est ça, son objectif c'était de le sortir en français, puis c'est pour ça que la première était en France aussi, mais j'ai malheureusement pas d'informations quant à ce détail-là. La plupart des acteurs, là, on parle des 18 dans le fond, là, c'était des mannequins qui ont conservé leur propre nom dans le film, mais honnêtement, là, demander de nommer quelqu'un là-dedans, il y a personne qui se nomme sauf justement les 4 hommes. Puis encore là. Puis tu sais, on nomme, je pense, 2 ou 3 des ados vers la fin là, dans la partie dames où tout le monde se trahit, là, mais à part ça, c'est jamais mis de l'avant. Puis je pense que, en fait, je sais que c'est le but là, parce qu'on veut les déshumaniser le plus possible, on veut les traiter le plus possible comme des objets. Donc c'est un peu pour ça. Il y a quelques-uns des acteurs qui ont subi des brûlures dans le tournage de la dernière scène, donc celle dont je vous parlais tantôt, que c'est de la torture, parce qu'on voit vraiment, c'est des vraies chandelles et tout ça, mais il y a les 4 hommes là, qui sont tout nus dans le jardin, puis qui se promènent avec des chandelles, puis qui vont brûler des faux organes génitaux. Mais, tu sais, je l'avais dit, quand on regardait, j'étais comme, hey, faut qu'ils fassent attention, puis tout, mais bon, finalement, c'est des prothèses et tout ça, mais il y a quand même certains là, qui ont subi quelques brûlures. Il y avait le film Novecento de Bertolucci qui était tourné très très près là, de Salo, donc pendant leur pause, les acteurs jouaient au football ensemble. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a aussi 4 fins qui ont été tournées pour ce film-là. Dans le fond, là, je vous mentionne la scène finale qui est les 4 hommes qui regardent dehors. Par contre, après ça, il y a aussi 2 gars, là, 2 des studs, justement, des gardiens. Ben, je pense que c'est gardiens ou gros pénis, là, je suis plus vraiment certaine, mais qui... Il était habillé, c'est pour ça. Oui, mais on pouvait plus, là, mais c'est parce qu'il y en a un qui revient à plusieurs reprises, là, qu'on voit souvent dans le film. Mais bon, ils se mettent à danser ensemble, une espèce de valse, je sais pas trop, une danse quelconque, puis ils se parlent de leur copine qui les attend à la maison, tu sais, puis c'est tellement spécial comme fin, mais bref, il y en a eu 4 qui ont été tournés. Puis finalement, je l'ai mentionné tantôt, le caca là, qu'on voit dans le film, c'est en réalité du chocolat et des fruits séchés. Ouais, donc, il y a 4 scènes qui ont été tournées, mais il y a aussi des scènes qui ont été enlevées. Là, par exemple, on a vu dans des images d'archives qu'il y avait une scène avec une chaise électrique qui est pas présente. Ça, c'en est une des fins, justement. C'est une des filles des 4 hommes qui se fait tuer sur la chaise. Il y avait une autre fin avec une autre fille des 4 qui se fait tuer pour quelconque raison. Mais l'histoire ne dit pas non plus si... parce qu'on les retrouve pas, du moins ces images-là. D'après moi, ça fait partie des négatifs qui ont été volés lors de sa mort ou pas longtemps avant qu'il meure. Là, mais c'est ça. On voit des images, des photos, en fait, qui ont été... faites sur le
sur le plateau de tournage, mais c'est ça, je crois qu'ils sont pas disponibles nulle part, malheureusement. Mais c'est ça, puis ça, c'est dans le premier documentaire, justement, là, quand je disais il y avait des images. C'était vraiment... Ça, c'était cool, quand même, des features. Là. Bref. On a déjà mentionné, là, je suis dans le après, donc on a déjà mentionné Pasolini s'est fait tuer, dans le fond, après le tournage. Là, la version que moi, j'avais trouvée, c'est que, justement, des films du film avaient été volés, puis on lui a dit où aller les récupérer, mais finalement, c'était un piège, puis le voleur l'aurait tué. Ouais, ben c'est qu'en fait, c'est comme un peu un flou. En théorie, il y a une personne là, qui est identifiée comme étant le tueur. Puis ça qui serait était un prostitué, c'est ça, homosexuel, parce que Pasolini était homosexuel aussi. Puis peut-être qu'il y aurait eu des relations ensemble, mais bon, c'est pas très clair. Mais il y en a beaucoup, évidemment, des complotistes, mais tu sais, c'est louche aussi quand même, toutes ces tortures-là qui s'est fait faire. Donc, qui disent justement que c'est le pouvoir, ou en tout cas une instance supérieure qui a envoyé quelqu'un, délégué quelqu'un. Puis le cas a été rouvert, je crois, en 2005, mais bon, on n'a pas jugé qu'il y avait assez de preuves pour pouvoir partir un second procès. Mais c'est ça, c'est une mort très mystérieuse qui a été très médiatisée aussi. Plusieurs images justement du corps de Pasolini en pleine rue, là, comme ça, dans je pense que c'est un village ou la banlieue de Rome, là, je sais pas trop quoi, mais c'est ça, il y a beaucoup d'images de son corps torturé là, en plein milieu de la rue, puis qu'il y a beaucoup de passants autour, donc c'est pas une belle mort, malheureusement. Effectivement. Oui, il a fait ce film-là, mais je pense pas que c'est une raison pour tuer quelqu'un, là, nécessairement, mais c'était quelqu'un d'assez provocateur, très contre le gouvernement, contre les institutions italiennes, donc c'est ça. Je pense pas qu'on aurait tué Pierre Falardeau ici, mais peut-être une place où ça brasse un peu plus, puis où il y a de la mafia, puis il y a de la mafia à Montréal aussi, là, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais pour en revenir aux versions, justement, là, c'est ça, dans mes recherches, j'avais aussi vu que, justement, il y avait le prostitué, là, qui avait eu une espèce d'aventure ensemble, une nuit, etc., puis que Pasolini l'avait comme un peu menacé, on sait pas trop là, le vrai terme, là, mais que dans le fond, il allait lui insérer une barre là, dans l'anus, puis le gars, il a eu peur un peu, puis tu sais, c'est ça, il y a comme... C'est ça, c'est flou, là, mais l'important à retenir de ça, c'est que, coudonc, ça l'a ajouté un petit peu à tout ce qui entoure le film, là, parce que ça a eu lieu quelques semaines avant sa sortie. Oui, parce que le film est sorti à Paris en 75, on l'a déjà mentionné, puis c'était à peu près 3 semaines là, après le meurtre. En Italie, il va être sorti en décembre 75, mais banni en janvier 76. En 77, il sort aux États-Unis, banni dans plusieurs pays, ça on peut s'en douter. Ça a été nommé le 65e film le plus effrayant de tous les temps par la Chicago Film Critics Association en 2006. C'est quand même pas si élevé. C'est pas effrayant, c'est plus comme... Mais c'est que ça joue dans la tête, ce film-là. C'est que c'est pendant... Je sais pas, ceux qui ont déjà vu peut-être Inglourious Basterds, il y a la scène du début là, qui est assez marquante, je pense, là, où Christophe Waltz jase en français avec un agriculteur puis qui cache des juifs, là, puis tout le long de cette scène-là, on ressent une espèce de tension, puis il y a rien là, au final, mais ce film-là, c'est ça tout le long, mais en plus, il y a des vraies choses qu'on voit aussi. Là, une expérience viscérale. Mais c'est ça, c'est que ça rentre partout, comme, puis ça vient vraiment... je sais pas. T'as failli vomir, déjà. Oui, c'est déjà pas pire. Il y a ça, mais ça, je me rappelais pas avoir ressenti ça la première fois. Enfin, mais oui, j'ai ri. Tu voulais pas regarder, parce que là, moi, je t'ai forcé à regarder aussi. Comme dans Mathilda. Si on est pour en parler, il faut le vivre au complet, là. Tu le vis pas à moitié. Non, effectivement. Mais bref, 65e film le plus effrayant. Il y a plusieurs artistes, là, dont Martin Scorsese et Alec Baldwin, qui se sont portés à sa défense en raison de sa valeur artistique. En Australie, je pense que c'est là que son histoire est la plus intéressante. Il a été banni pendant 17 ans. Son rating est à R18+, en 93, mais en 98, il est banni à nouveau. En 2010, il est finalement accepté avec un rating R18 en raison tout simplement de l'ajout de bonus features. Parce que s'il n'y avait pas eu de documentaire qui explique le film, il aurait juste pas réussi, je pense. C'est un des films préférés de David Cross, qu'on connaît bien pour son rôle dans Arrested Development, de Gaspar Noé, de Alec Baldwin et évidemment de Michael Haneke. Donc ça m'étonne pas vraiment.
malgré que j'ai jamais vu encore de ces films, mais bon, leur réputation est aussi assez grande. Roger Ebert, ton préf, Ben oui. avait une copie en Laserdisc, mais il a jamais réussi à le regarder. Ouais, le Laserdisc, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, en fait, c'est une espèce, c'est comme un vinyle, mais c'est comme un DVD, mais en vinyle. C'est vraiment particulier, là, ça prend une espèce de gros lecteur. Ouais, c'est ça, c'est format vinyle, là, quasiment 33 tours. Criterion ont lancé des Laserdisc, je crois que c'est au début des années 90. Le numéro 1, c'était Citizen Kane de... d'Orson Welles, voilà. Puis c'est ça, peut-être à un moment donné, je vais me procurer justement un lecteur de Laserdisc. J'en ai vu un dans un pawn shop ici, mais ça coûte quand même assez cher. Puis c'est des films très très durs à trouver. Mais je serais curieux à un moment donné de tester justement cette technologie-là que je connais pas du tout, là, qui est arrivée pas mal entre le DVD puis le VHS. Mais le VHS il est encore là, mais non, c'est comme un gros DVD. Ouais, c'est ça. C'est un gros DVD format vinyle. Là. C'est bizarre, mais ça, je pense que Criterion a sorti peut-être 300 ou 400 films Laserdisc. Donc, mais c'est ça. Ils ont tous été, pour la plupart, pas tous, là, mais ils ont pour la plupart été réédités en DVD ou en Blu-ray ou peu importe. Là. Il y a c'est ça, on passe là, il m'en reste quelques-uns. Gian Anovi, là je me rappelle pas c'est quoi qui fait lui dans la vie là, mais il avait dit de Salo que c'était comme un lien entre l'esthétique de Dada de Duchamp dans le fond là, pour ceux qui savent pas qui est Duchamp, c'est celui qui a fait l'urinoir là, avec RMUTT dessus. Qui je vais le plugger parce que je le sais. Parce que j'ai étudié au cégep là, en histoire de l'art, donc l'urinoir de Marcel Duchamp fait partie d'un espèce de sous-courant là, qui est du ready-made. Dans le fond, là, ça appartient au Dada, mais le but de ça, c'est RMOT, là, c'est ce qui voudrait dire Ready-Made UTT, donc UEUT, là, pour c'est ça. C'est un objet qui avait une utilité avant, qui l'a transformé en art, dans le fond, puis tout ça. Donc, RMOT, ce serait, c'est ça, Ready-Made UTT. Voilà. Fallait que je le plug. Mes profs du cégep seraient fiers de moi. Et donc, c'est ça, un lien entre l'esthétique Dada de Duchamp et les dynamiques perverses du désir. Donc là, je suis pas vraiment capable de comprendre là, toutes les inclusions de cette comparaison-là, mais bon. Quand même une image pas pire. Salo est souvent appelé le film le plus subversif de tous les temps. C'est pas le 65e le plus effrayant, mais bon. Ouais. Et puis le TIFF, donc le Toronto International Film Festival, l'a placé au 47e rang des 100 films essentiels. Donc, c'est ça. Je serais d'accord. On peut parler de nos impressions, mais nos impressions, évidemment, ça va être beaucoup lié. Oui, il y a les impressions peut-être plus viscérales de la première écoute, du moins pour moi, là, parce que c'était ma première écoute. Mais c'est un film dont il faut se renseigner puis pour vraiment prendre connaissance de tout. Puis justement, en lisant le livre qui est fourni dans l'édition Criterion, ça donne des bonnes pistes de réflexion. Donc le livre est divisé en 6 essais qui traitent pas du tout de la même chose. Là. En fait, il traite de différents aspects du film, parce qu'il voulait pas que tout le monde se répète non plus en disant que mon Dieu, que c'est donc choquant, puis peu importe. Donc Bartlett... lui, c'est ça, il traite plus de l'aspect politique. Donc, il mentionne justement que c'est le duc, l'évêque, le magistrat et le président. C'est en fait des 4 instances au pouvoir dans les années 40 en Italie. Donc, ça fait référence évidemment à la République de Salo, qui est une république formée par Mussolini dans le nord, à Salo justement, dans le nord de l'Italie, puis qui a duré, je pense, de 43 à 45 ou 44 à 45. Donc, lui, en fait, il analyse un peu ce film-là comme étant, parce que c'est une république assez fermée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas, on croit qu'il s'est passé des atrocités, mais c'est ça, on n'a pas... on saisit pas tout ce qui s'est passé, puis justement d'avoir ça, Salo, justement, de baser cette histoire-là d'horreur à Salo, c'est selon Pasolini, tu sais, une des choses qui aurait pu se passer à Salo. Puis justement que les 4 personnages qui instaurent ce régime-là, que ce soit les 4 pouvoirs donc en Italie. Donc c'est très symbolique.
Pasolini veut aussi attaquer ceux qui ont collaboré au régime et puis qui ont violé et torturé la population italienne, notamment la jeunesse. On le voit beaucoup, cette espèce de collaboration-là. Même les victimes, d'une certaine façon, collaborent au fait de se faire torturer comme ça. Le discours collaborationniste est quand même assez présent en Italie aussi, en France aussi, parce que, c'est ça, il y en a qui ont collaboré avec le régime de Vichy qui était sous l'influence allemande, mais oui, vas-y. Ben oui, en fait, c'est ça que tu dis, il y en a qui collaborent, là, mais moi, il y a quand même des moments qui m'ont marqué dans le film, là, pendant une histoire d'une des trois femmes, là, il y a un des gars, qui est celui qui danse à la fin, justement, là, qu'on voit qui est vraiment excité, puis qui décide lui-même d'embrasser un des 4 hommes, là, dans le fond, tu sais, sont assis un à côté de l'autre, je pense qu'il touche le pénis sur sa cuisse, mais c'est lui, puis il sourit, puis il aime ça, puis c'est pas le seul non plus, tu sais, ils sont rares, là, on va se le dire, mais il y en a, on dirait, qui ont compris, dans le fond, comment ça peut marcher, puis comment survivre, puis à la fin, ben là, on sait pas, dans le fond, comment le film se termine, là, ça reste super ouvert, là, en fait, mais c'est ça, il y en a qui collaborent à ça parce qu'ils ont pas le choix, puis dans leur dos vont faire autre chose, puis finalement, ces gens-là, ça finira pas super bien pour eux, puis il y en a d'autres qui font juste tout accepter, il y en a qui prennent plaisir à ça, c'est vraiment tout un espèce on sent qu'il y a une relève qui est en train de se former d'une certaine façon, là, ce qui est très triste à penser, mais c'est le message, évidemment, que Pasolini voulait envoyer. Aussi, en plus, pourquoi est-ce qu'il l'a associé? Oui, il reprend certaines parties du livre du Marquis de Sade, mais un peu comme l'avait fait le Marquis de Sade, où il avait mis sur papier, il avait mis en mots ce qu'il fallait pas lire, Pasolini lui a mis en image ce qu'il fallait pas montrer au cinéma, parce que c'est plein de choses qu'on ne voit pas vraiment, à part Human Centipede peut-être, ou des films de série B qui en théorie, c'est ça, qui ont... C'est très... Tu peux pas sortir ça en cinéma, là, vraiment. Mais à la limite, ça peut rappeler peut-être un peu un décadence. Mais en même temps, en décadence, je vais le défendre, là, parce qu'il y a quand même le côté où c'est un jeu d'esprit, c'est beaucoup plus... tu sais, le Jigsaw veut vraiment tester les gens, puis tout ça, mais là-dedans, il y en a pas, là. Je veux dire, c'est vraiment comme un plaisir sadique de pouvoir de la part des 4 hommes, puis il y a pas vraiment de but à ça, sauf le fait de profiter de ce qui se passe, tu sais, on voit des choses comme ça, puis tu sais, honnêtement, si on leur place en 75, c'est pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Notamment, parce que là, c'est drôle à dire, mais notamment à cause de la pornographie. Tu sais, on a peut-être tous vu une certaine vidéo de je sais plus quelle année, Two Girls, One Cup, mais tu sais, je veux dire, ce qu'on voit dans ce film-là, c'est pas des choses qui... puis j'ai jamais vu Two Girls, One Cup, mais c'est peut-être pas aussi choquant que ce que ça a déjà été, dans le fond, là, mais ça trouve le moyen de venir nous chercher quand même. Là, ouais, exactement. Non, c'est ça, parce que moi aussi j'ai été surpris, parce que ça m'a pas choqué. Je suis pas quelqu'un non plus qui se choque facilement, là, mais je m'attendais quand même à plus avec la réputation qu'il y avait. Bon, il y a quand même, vers la fin, c'est sûr que ça devient plus intense, là, mais j'ai pas été outre... j'ai pas été si choqué que ça, outré, ouais. Je m'attendais pas non plus à l'être, mais c'est sûr qu'en 75, oui, on voyait des seins, on voyait de la nudité au cinéma, là, mais pas à ce niveau-là, je crois. Oui, pas cette soumission-là. On l'a jamais mentionné, mais ils sont tous nus, tout le temps. Ouais. Sauf les 4 hommes qui sont toujours en complet ou en robe. Donc, mais c'est ça, toutes les ados, là, les gardes ne le sont pas non plus. Non. Les gardes sont habillés, donc les 8, là. Ouais. Puis après, tous les autres sont toujours tout nus. Bref, on l'avait juste pas dit, je pense. Ouais. Puis c'est ça, puis une dernière chose que cette analyse-là amenait, c'était que le film nous force un peu à Pasolini, en fait, en juxtaposant de l'horreur puis du glamour, ça nous puis je vais revenir sur cet aspect glamour là un peu, mais il nous force un peu à voir le film, parce que si tu mets pas ça par inadvertance dans le DVD ou sur Netflix, là, même si c'est clairement pas disponible comme ça, mais bon, ça nous force à voir le film un peu, puis on devient en quelque sorte pas des collaborateurs nécessairement, mais on observe ça d'une certaine façon, puis ceux qui quittent la salle, en théorie, j'imagine que c'est des non-collaborateurs, mais bon, quand tu écoutes le film au complet, c'est ça te donne un sentiment d'impuissance, puis de regarder ça, puis au final, tu sors du visionnement, oui, un peu marqué, mais tu changes pas grand-chose à tes habitudes, là,
moi je le regarderais à nouveau quand même, mais tu sais, pour différents, pas pour le plaisir, mais tu sais, pour analyser un peu le film. Mais bon, c'est ce que Neil Bartlett mentionnait. Il y a Catherine Breillat dans son texte aussi qui mentionne qu'on est à la fois les victimes et les collaborateurs, parce que c'est ça, on le regarde un peu passivement, mais en même temps, on n'aime pas ça, ce qu'on voit, donc on est un peu les victimes du film d'une certaine façon. En parlant de sa valeur artistique aussi, elle dit que ce film doit exister, parce que évidemment, oui, il a été banni, mais il a été complètement... C'est très dur d'avoir une copie DVD qui a de l'allure. Il y a Criterion qui s'est assuré de préserver les droits, mais bon, c'est un film qui est très... quand même assez dur à trouver. Puis elle mentionne que ce film-là doit exister comme toute forme d'art, même si certains sont pas prêts à voir ce film-là. C'est là pour tester nos limites d'une certaine façon, puis il faut outrepasser le premier choc pour pleinement comprendre puis analyser le film, ce qui est, je crois, qui est véridique. Naomi Green, elle parlait, je crois, plus de l'aspect poétique du film. Puis elle parlait aussi beaucoup de Pasolini, notamment qui aime briser les règles, qui brisait les règles dans pas mal tous les films qu'il faisait. Salo, c'était une grosse critique du néo-capitalisme et puis du consumérisme. Parce que, c'est ça, on nous nourrit d'une certaine façon de choses qu'on n'a pas besoin, puis on est des acteurs passifs face à ça, puis on se laisse nourrir, on se laisse comme les victimes dans le film. Il n'y a pas grand monde qui tente de se sauver, qui essaie d'attaquer. Ils sont quand même 18 contre 4 personnes là, au final. Il n'y a pas personne qui essaie non plus de se libérer de ça. Donc, des acteurs passifs. Il y en a une, puis elle est tuée. Il y en a une autre aussi au début là, avant même d'arriver. Dans le fond, ce qu'on comprend rapidement, c'est qu'on peut pas échapper à ça. On n'a pas le choix. Les gens viennent se faire kidnapper dans leur maison. Ils sont vraiment traités comme des morceaux de viande, des animaux là, qui se font examiner avant de se faire amener. Là. Puis, il y a un des gars qui s'enfuit du camion, qui les amène, dans le fond, puis qui se fait tirer. Là, c'est pas super long. Honnêtement, je pense que c'est peut-être mieux pour lui cette fin-là que le reste, mais c'est ça, tu sais, même s'il essaye, en fait, c'est que ça... C'est ça, je pense qu'il y en a qui ont catché là, la game de faut absolument se plier parce que sinon c'est pire, là. Puis même les 4 madames, tu sais, il y a un moment pendant le mariage des deux que il y a le duc là, qui se promène entre tout le monde puis qui commence à embrasser tout le monde puis à se laisser aller un peu, puis même les madames embarquent là-dedans puis sont pas choquées de ça non plus, racontent leurs histoires avec vraiment des gros sourires, puis tu sais, c'est il y a de la perversité en masse, puis même pendant l'infâme souper, les madames sont contentes d'être là, tu sais, c'est vraiment... c'est particulier. C'est particulier, en effet. Sinon, en analysant le travail de Pasolini, elle remarque que, alors que dans ses autres films, il laissait la violence à la discrétion du spectateur, ici, il met vraiment l'emphase. Il n'a pas peur de montrer cette violence-là. Je pense pas qu'il y avait peur non plus dans les autres films, mais c'était pas nécessairement l'intention, alors que là, c'est vraiment l'intention... de choquer. Puis pour revenir justement à est-ce que c'est de la pornographie ou non, Naomi Green mentionne que les hommes là-dedans c'est pas des hommes qui veulent qui tirent du plaisir des relations sexuelles ou des autres je sais pas si on peut manger de la merde, je sais pas si c'est considéré comme une relation sexuelle. Mettons tous les rites là. Mais c'est ça, c'est pas des hommes qui prennent du plaisir avec le sexe, mais plutôt des bureaucrates qui prennent du plaisir en ayant du pouvoir sur d'autres gens, ce qui est totalement vrai, je crois. Puis une dernière chose que j'avais aussi notée, c'était que les victimes sont toutes anonymes et interchangeables. On l'a mentionné aussi, mais même plus que ça, on voit jamais le point de vue de ces gens-là. Quelques fois, ils vont se parler entre eux, mais c'est très très rare. Puis on suit vraiment juste les dames ou sinon les 4 hommes. Les victimes, on n'a jamais vraiment leur état d'âme, on sait pas ce qu'ils pensent. Puis c'est ça, c'est vraiment... J'ai trouvé ça quand même assez bien parce que ça nous met dans la chaise un peu des victimes aussi, là, qu'on n'a pas accès à... En fait, ça nous met dans la chaise des collaborateurs puis des gens qui contribuent à disons, maintenir cette espèce de régime-là, cette espèce
rite-là. Ben oui, mais par rapport à ça aussi, dans mes recherches, là, je voyais les plans sont pas mal toujours de loin, là. On voit l'étendue des grandes pièces, ben aussi parce qu'il y avait à peu près 40 personnes toujours là, en train de acter, là, qui font au final pas grand-chose. Mais, tu sais, c'est très large, donc on est toujours loin, mais assez proche pour voir la souffrance, mais pas assez proche pour pouvoir intervenir, mais on peut pas détourner le regard parce que le plan est tellement large que c'est... tu sais, il y a pas d'autres... tu sais, tout est calculé pour que c'est ça qu'on voit, dans le fond, puis il se passe toujours quelque chose à côté. C'est vraiment... C'est ça, les scènes ont des points focaux, mais il y a toujours autre chose en même temps. Donc, justement, pendant qu'une compte son histoire, ben il y a les gars qui se touchent à côté, puis tout ça, puis on voit tout en même temps, donc c'est... des plans très éloignés, puis on peut pas s'échapper, là. Non, c'est ça. Puis Sam Roddy aussi, dans son essai, il mentionne que chaque image est un peu comme une peinture, là, parce que c'est ça, c'est une espèce de château italien, palace, villa, disons, pour l'adapter à l'Italie, puis c'est ça... il y a beaucoup de peintures aussi d'art qui étaient interdits lors de l'époque fasciste par le régime. Donc, il y a plein de peintures sur les murs et tout. Puis, et on parlait justement de Dante tantôt, mais lui, il analyse qu'en fait, il y a comme 4 temporalités, en fait. Donc, il y a 1975, soit la sortie du film, puis c'est ça, l'époque des années 70, la fin des 30 Glorieuses et tout. Il y a 1944-1945, c'est-à-dire où l'histoire se situe vraiment dans le film, donc le fascisme italien puis la République de Salo. Il y a le roman du Marquis de Sade en 1785, qui lui aussi à son époque représentait quelque chose, était choquant pour leurs mœurs évidemment, mais c'est très près de la Révolution française, puis c'est dans cet esprit de révolte là, je crois. Et puis il y a l'époque de Dante, donc en fait le 14e siècle, là, du 1308 à 1321. Donc c'est ces 4 temporalités là qui se juxtaposent quand même assez bien dans le film. Puis sinon, rapidement, c'est ça, Chieti lui mentionnait que évidemment c'est une critique du consumérisme, puis cette critique de la jeunesse là aussi, que Pasolini était pas très alors qu'il y a beaucoup de gens qui saluaient les hippies par exemple, lui il était très critique envers eux en disant que tu sais, moi je suis un fils de moi en parlant de sa génération là, des gens de 40 ans 40-50 ans, il disait nous on est des fils de travailleurs puis on s'est battus, que ce soit dans la Deuxième Guerre mondiale ou par la suite. Alors que eux, tu sais, c'est des gens qui ont grandi avec la télévision, puis qui, tu sais, c'est comme, c'est une révolte de bourgeois, en fait, là, qui disent, on veut s'émanciper, mais, tu sais, c'est des gens qui ont jamais connu la misère tant que ça, alors que eux ils l'ont connu. Donc, ils étaient très critiques. C'était pas des opinions très populaires à l'époque. Mais bon. Puis Gary Indiana, enfin, il parle, le seul élément important j'ai trouvé que c'était la bibliographie qui est au début du film et non pas à la fin. Donc c'est ça, il y a de Roland Barthes, il y a plusieurs personnes, Simone de Beauvoir, c'est des écrits en fait qui puis le fait que ce soit présenté au début du film plutôt qu'à la fin, ça t'indique que pour pleinement comprendre le film, il faut que tu aies lu ces livres-là. Tu sais, si on le met à la fin du film, c'est plus comme vous voulez en apprendre plus? Lisez ça. Mais tu sais, là, alors que là, en le plaçant tout de suite au début, puis en le gardant quand même assez longtemps à l'écran, c'est comme attendez, avant de voir le film, allez lire ça. Puis après ça, regardez le film. Évidemment, on n'est pas allé lire ça. Mais c'est ça. C'est ça, j'ai trouvé ça quand même assez important. Bon, ça résume beaucoup ma pensée, en fait. Fait que je plongerai pas tant que ça dans mes impressions. Mais juste pour mentionner quelques éléments personnels. J'ai trouvé, c'est ça, que c'était pas autant choquant que j'aurais pu m'attendre. Mais somme toute, j'ai vraiment aimé ça. J'aime les films justement qui veulent provoquer comme ça, puis des films justement, des expériences de visionnement. Tu sais, un film, des fois je me souviens d'avoir vu le film Bliss à Fantasia. J'aime pas tant les films d'horreur ni les films de série B, mais celui-là c'est un film particulier qui est comme, il y avait beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de sang, mais on voyait jamais vraiment, en tout cas c'était vraiment particulier. Il y a quelqu'un dans la salle qui était parti en ambulance parce qu'il faisait une crise d'épilepsie. Puis tu sais, ces expériences de visionnement là, même si le film est au final moyen, ça va toujours rehausser un peu mon expérience parce que tu sais, il y en a pas deux des films comme ça. Puis pour moi ça a de la plus-value justement de pas juste faire un film choquant pour faire un film choquant. Tu sais, là il y a vraiment d'autres éléments autour, mais
sais, moi, j'aime vraiment. J'essaie de penser à d'autres films là, qui avaient des expériences comme ça. Vite comme ça. Il m'en vient pas vraiment, mais c'est ça, tu sais. D'avoir une bonne expérience de visionnement, je trouve que ça ajoute de la plus-value au film. Puis c'est ça. Ça, c'est très choquant. J'aurais aimé ça le voir dans une salle pour voir d'autres personnes que toi, mettons, juste faire « Ah, mon Dieu » ou peu importe. Mais tu sais, le voir dans une salle bondée, là, ça aurait été encore une meilleure expérience, je crois, parce que c'est ça, c'est l'esprit de foule puis l'espèce d'esprit de provocation que même quand t'écoutes ça la troisième ou la quatrième fois, t'as toujours aussi ces réactions-là un peu pas démesurées, parce qu'ils sont justifiés, mais c'est ces grosses réactions-là. Mais non, j'ai vraiment apprécié ça, puis j'ai été content de lire le livre justement qui a approfondi plusieurs thématiques. Donc pour ma part, moi, je vais lui donner 4 étoiles. Donc j'ai vraiment adoré ça. Je regrette pas mon achat. Je suis bien content de l'avoir acheté. Puis j'ai bien hâte de le montrer à qui voudra bien le voir. Là. Peut-être que je le mettrai... On l'avait commencé avec Yannick Pinard qu'on oui, salue. Ben oui. Mais, il est chez eux malheureusement. On est encore en confinement. C'est ça, encore en confinement à la maison. Mais écoute, tu sais, c'est ça. Moi, je l'ai vu une fois là, avec mon coloc qui... je sais pas s'il y avait l'édition Criterion, mais enfin, on le salue. Qui aimait bien ce film-là, qui me l'avait montré quand j'avais, mon Dieu, à peine 20 ans. C'est un film que je voulais pas regarder encore. Bon, finalement, je l'ai revu. Je peux comprendre toutes les symboliques puis tout ça, mais je pense que, tu sais, ça vient trop me chercher, là, tu sais, j'ai du fun à en parler, je trouve qu'il y a des choses, le fun à ressortir aussi, mais ça me fait trop d'effet, ce genre de film-là. J'aime pas la souffrance, j'aime pas les inégalités, j'aime pas les gens qui justement sont pas capables de sortir de quelque chose, qui ont pas d'issue puis tout ça, puis de la soumission puis tout ça, c'est toutes des choses avec quoi j'ai de la misère un petit peu, puis c'est ça, je comprends que le film a son importance, que il y a une réputation certaine aussi, mais c'est ça, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment, mis à part tout ça, c'est pas nécessairement une histoire que je trouve non plus bonne, tu sais, c'est assez simple, c'est si on repense vraiment plus à ce qui se passe, mais pour tout le reste, et pour tout ce que ça montre, pour ce que ça montre pas, pour ce que comment ça traite ces sujets pis tout ça, c'est ça. Moi je me rappelle pas vraiment combien j'avais mis quand on a fait la liste là, mais tu sais, pour ma part, ça pourrait être quasiment un 2,5 ou 3 là, donc c'est ça, c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais enfin, il y a le fun à analyser puis en parler puis tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'ai du plaisir à regarder, disons. Puis c'est bien correct. C'est plate, mais c'est un élément important pour moi. Ah ouais, c'est ça, c'est toujours love it or hate it, puis là, c'est... tu l'as pas détesté, je crois, mais je pense pas que tu vas le réécouter, même si on l'a en DVD. Là. Mais tu sais, dans un des documentaires, ça disait « Ah, Salaud, c'est le genre de film qu'il faut écouter à chaque 3 ans », puis je me disais non, c'est ça ta moyenne, 3 fois 10 ans, à peu près. Oui, mais là, on va faire baisser ça un peu, enfin. Tu l'as probablement plus apprécié là qu'à l'époque. Oui, plus parce compris. qu'en même temps, je savais aussi à quoi m'attendre. Il y a bien des choses que j'avais oubliées, mais je me rappelais surtout de la dernière scène là, avec les longues vues. Puis c'est ça. C'est particulier. Voilà. Il faut le voir. Pour vrai, là, vous allez peut-être pas l'aimer. Vous allez définitivement pas aimer votre expérience, mais le film regorge de beaucoup plus que ça. Puis... non, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. D'ailleurs, il fait partie des 1001 films à voir avant de mourir. Donc, je te laisserai finir avec les références dans la culture populaire. Quelques références. En fait, vraiment pas beaucoup. Là. Il y a un opéra qui est Salomé, qui est basé sur un opéra, je crois, de Strauss en 1905. Dans le fond, ça a été refait, mais basé sur ce film-là. Puis, ça se situe dans l'Allemagne nazie. Il y a beaucoup de documentaires, là, je les nommerai pas tous, mais justement, Fade to Black, tu sais, il y en a, c'est ça, beaucoup, parce que je pense que le film avait peut-être besoin d'explications, donc énormément de documentaires. Dans le film Climax, qu'on n'a pas vu, mais dont on a entendu parler dans un podcast qu'on suit sur le cinéma. Climax qui avait l'air d'être un film vraiment difficile à regarder aussi. Apparemment, le VHS là, serait visible au début du film. Il y a un film qui s'appelle 8 femmes et demie, inspiré de 8 et demi, mais c'est comme... Qu'est-ce qu'ils vont faire... là, mon Dieu, ma lecture du résumé est loin, là, mais c'est...
dans un espèce de bordel, là, puis l'histoire de ce qu'ils font avec les femmes, puis tout ça. Il y a un film allemand, probablement allemand, qui s'appelle Le Roi des Morts. Vous pardonnerez ma traduction prononciation, libre. mais Der Todesking, qui, dans le fond, se passe sur 7 jours, puis chacun des jours présente un thème de mort violente ou de suicide. Puis, ben, tu l'avais mentionné tantôt, il existe le film Quills sur le Marquis de Sade. Ouais. Donc voilà, donc pour ma part, moi, il va pas déloger Le Silence des agneaux qui demeure au sommet du palmarès, pour toi non plus, évidemment. Manifestement. Avec cette note-là. D'ailleurs, je pense que c'est le plus bas que t'as donné à un film Criterion jusqu'à présent. Ouais. Je suis déçu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je comprends. Mais je suis déçue aussi, c'est ça qui est particulier quand même. Tu sais, j'aimerais pouvoir le replacer plus haut, puis j'avais hâte de faire l'émission justement pour pouvoir en parler, puis je pourrais en parler vraiment longtemps aussi, parce qu'il y a quand même des trucs, le fun à analyser là-dedans, mais je reviens quand même à l'élément de base que j'aime pas ça, moi, être dérangée, puis c'est quelque chose qui est trop... tu sais, puis en même temps, je me dis, il doit bien faire sa job si je ressens ça en le regardant, mais à la différence et à la défense de... Inglourious Basterds, c'est pas tout le film qui est comme ça, puis c'est dans Inglourious Basterds, je trouvais que c'était juste un jeu extraordinaire de Christoph Waltz, puis quelque chose qui était vraiment prenant puis stressant dans le bon sens, mais là, c'est pas un stress qu'on vit, c'est juste un mal-être, en fait, un malaise puis un mal-être pendant 2 heures, tu sais, puis il y en a pas de fin, puis c'est ça que je voulais dire tantôt, que à la fin, les gars, ils dansent, puis ils parlent de leur blonde qui les attendent à l'extérieur, mais dans la lecture que j'avais fait, je pense que c'était dans le livre aussi, c'est pas clair si c'est terminé, tu sais, ouais. À la fin, les 4 hommes disent on va mettre des rubans à ceux qui nous ont déçus, puis tout ça, puis c'est les gens qui vont torturer, tuer pour la plupart, puis les autres, ça dit vous pourrez venir avec nous à Salo. Donc là, on se dit ok, ils partent de là, est-ce qu'ils vont continuer leur torture ailleurs, est-ce qu'ils les ramènent chez eux, pourquoi ça finirait maintenant, qu'est-ce qui se passe, tu sais, on a l'impression que c'est pas terminé en fait, puis que ça va juste continuer tout le temps avec maintenant 6 ou 8 personnes là, au lieu d'en avoir 20 là. Mais enfin, c'est ça, c'est assez ambigu comme il va falloir qu'on écoute le 2 pour voir comment ça s'est poursuivi. Peut-être, je sais pas, peut-être un jour, qui sait. Donc, merci d'avoir été des nôtres dans cette émission qui a duré quand même assez longtemps, mais on voit qu'on fait des longues émissions quand on écoute les bonus features, puis quand on possède le DVD. Là, on en a plus jusqu'au numéro 43, je crois. Donc, on va quand même essayer de trouver quelques bonus par-ci, par-là. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur Salo ou les 120 jours de Sodome. Donc, la semaine prochaine, on commence un double feature, un peu comme on avait fait dans la première dizaine avec John Woo. Donc là, c'est un double feature de Samuel Fuller, un réalisateur on a vu les 2 films déjà, puis ils sont très très bons. On a bien hâte de vous en parler. Donc, on se voit la prochaine émission pour The Naked Kiss, qui est le numéro 18 de la collection de Criterion. Merci d'avoir été des nôtres, et puis on se revoit bientôt. J'espère que ça vous a pas trop dissuadé, mais ça mérite une écoute au moins, il faut y donner ça. Donc, bonne chance, puis revenez-nous avec vos commentaires. Seigneur, oui, on a bien hâte de vous lire. Merci et à bientôt.